Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Au sommaire de votre magazine, cette semaine, la chasse aux pesticides frauduleux en Côte d'Ivoire. Ils permettent aux agriculteurs d'améliorer leur rendement, mais leur utilisation massive est extrêmement dangereuse pour la santé. Nchina, l'application qui sauve des vies au Gabon. Elle permet d'effectuer et de recevoir des dons de sang gratuitement. Une solution aussi pour faire face aux ruptures récurrentes de stock. Pour finir, l'héritage culturel de Léopold Sédar Senghor exposé au musée du Quai Branly à Paris. 22 ans après la disparition du chantre de la négritude, artistes et intellectuels reviennent sur sa vie, ses passions et ses idéaux. En Côte d'Ivoire, beaucoup d'agriculteurs utilisent des pesticides au péril de leur vie. Rarement informés des dangers liés à la toxicité de ces produits, ils se protègent peu, voire pas du tout. Plus de 40% des pesticides utilisés dans le pays sont frauduleux, périmés ou censés être carrément interdits d'utilisation car cancérigènes. Enquête signée Nicolas Bertrand, Lucille Chaussois et Kylian Lebouquin. Comme chaque matin, les hommes du village de Gouac-Palais s'enfoncent dans la brousse. Direction les plantations de café et de cacao. Bon, c'est très vaste, tout a déjà repoussé. On va devoir se diviser. Mais depuis quelques années, leur façon d'entretenir les champs a changé. Les machettes ont été remplacées par des pesticides et des désherbants chimiques. 1 hectare, on doit prendre 2 de ça. Grâce à ces produits, Dominique et les autres disent avoir triplé leur rendement annuel et donc leurs bénéfices. Dans un pays où le salaire moyen est d'environ 100 € par mois, c'est non négligeable. L'année passée, dans mon champ de cacao, je n'ai pas mis de produit. J'ai eu que demi-tonnes de cacao. Si je mets ça, je peux avoir 1,5 tonne. Le problème, c'est que les planteurs pulvérisent sans aucune protection. J'ai une maux de tête. La toux même là. Oui, ça me donne la toux. J'ai peur, mais je n'y peux rien. Voilà, je n'y peux rien. Je n'ai pas de gants. Les bottes sont déjà trouées. Je n'ai pas les moyens. Je suis obligé de porter ça comme ça. La plupart ignorent tous des risques et de la toxicité des pesticides qu'ils utilisent. Quand la bouteille est vide, ils n'ont qu'à se rendre au marché. Les produits y sont en libre service. J'ai besoin de celle-ci, cette bouteille-là. Mais bien souvent, ni vendeurs ni agriculteurs n'en connaissent la composition. Quand tu viens, directement, ce que tu vois, tu prends. Lui, c'est pour les insectes. Voici même la photo. La plupart de ces produits sont interdits en France et en Europe. Ils sont très nocifs pour les agriculteurs, mais aussi pour les consommateurs et l'environnement. C'est ce que dénoncent plusieurs ONG, comme celle de Mathurin Sadia. Généralement, les planteurs sont analphabètes. Ils n'ont pas lire et écrire. Donc, permis ou pas, lui, c'est pas. Parce que des trafiqués, privés, qui sont là, qui ne sont pas homologués, qui sont sur le marché. Plein. Parce qu'il n'y a pas de contrôle, le contrôle régulier. Il y a des gens qui sont morts de ça. Il y a des gens qui sont malades de ces produits-là. Il y a 1 an et demi, dans le village de Mignoret, 9 personnes sont mortes suite à une probable intoxication aux pesticides. Diakité a perdu ses voisins, sa nièce, son neveu et son frère. Tous sont enterrés ici. Ici, là, c'est Koné Alimato, c'est 4 ans. Dès qu'il a commencé de vomir, c'est fini. Ça nous fait mal, très ça nous fait mal. Selon un communiqué du gouvernement, l'intoxication alimentaire aurait bien été causée par l'utilisation de produits phytosanitaires qui auraient contaminé la nourriture des 2 familles. Mais les conclusions de l'enquête n'ont jamais été communiquées aux proches. Ici, le sujet reste tabou. C'est produit des chiens, ou bien c'est le manger, ou bien tant à temps, ils ont venu faire tous les contrôles. Mais jusqu'à le présent, ils ne sont pas encore envoyé les résultats. Pour éviter que de telles tragédies se reproduisent, Mafoudia Souma et Ambroise Co ont décidé de passer à l'agriculture biologique. Leurs agrumes, leur café et leur cacao sont 100% naturels. Nous n'utilisons pas d'engrais chimiques, c'est avec le compost que nous fertilisons notre sol. Là, vous avez les fourmis écophiles ou des fourmis rouges. Leur rôle, c'est de défendre le cacaoyer. On utilise des insectes pour combattre d'autres insectes. Je souhaite à tous les agriculteurs de vivre en symbiose avec la nature. Ambroise a eu le déclic
suite à de graves problèmes respiratoires liés aux pesticides qu'il utilisait à ses débuts. Aujourd'hui, ces produits bio haut de gamme sont exportés en Europe. Sa coopérative bénéficie de financements internationaux. Il souhaite que tous les agriculteurs ivoiriens connaissent le même succès. Alors, il passe de village en village pour sensibiliser ses voisins. Quand vous traitez sans vous protéger, est-ce que vous avez des démangeaisons? En quelques années, près de 500 planteurs ont abandonné les pesticides et rejoint sa coopérative. Mais la plupart n'ont pas les moyens de passer au bio et pointent du doigt le gouvernement. Malgré le renforcement des contrôles et des normes de sécurité, des produits dangereux entrent toujours sur le territoire. Il faudrait que nous soyons protégés par l'État qui est là. Interdire tout cela, enlever et retirer tout cela sur le marché. Si ça n'est pas sur le marché, est-ce que mon frère qui est là va aller payer encore? En Côte d'Ivoire, moins de 5% des exploitations sont biologiques. Une goutte d'eau dans un pays où l'agriculture fait vivre la moitié des habitants. Au Nigeria, des écoles proposent désormais de payer les frais de scolarité, non pas avec de l'argent, mais en déchets plastiques. Un cercle vertueux qui permet de maintenir les enfants les plus démunis sur les bancs de l'école, tout en réduisant la pollution. Exemple à Lagos, explication de Lambert Sécher. Pendant des années, Fawas Aedosun était régulièrement renvoyé de l'école à cause de retard dans le paiement des frais de scolarité. Mais depuis que sa mère l'a inscrit à la Dreamstead School, ce jeune Nigérian ne rate plus aucun cours. Car cette école accepte les paiements en déchets recyclables, une véritable révolution dans ce quartier pauvre de Lagos. Tout ce que j'apporte, ils le pèsent et le notent. Et ils me disent quand c'est assez pour couvrir les frais de scolarité. Une fois pesés, les déchets sont triés et revendus à une entreprise de recyclage. Les bénéfices suffisent à couvrir les salaires des profs, mais aussi les uniformes et les manuels scolaires. Fondée en 2019, l'école fait partie d'une quarantaine d'établissements à Lagos qui acceptent ces paiements alternatifs. Et la formule fonctionne. En 4 ans, l'école est passée de 7 élèves seulement à plus de 120. C'est une solution qui permet aux enfants de s'inscrire à l'école. C'est vraiment une bonne initiative qui intéresse de plus en plus de monde. Une initiative qui permet de réduire le nombre d'enfants déscolarisés, mais aussi la pollution à Lagos. La mégalopole de 20 millions d'habitants produit chaque année près de 900 000 tonnes de déchets plastiques. Alvin Yeno est une jeune Gabonaise qui a créé une plateforme communautaire d'entraide de dons de sang. Nommée Nchina, elle permet de mettre en relation les donneurs et les demandeurs et aussi de géolocaliser les poches de sang disponibles dans les banques de sang. Après 1 an d'existence, l'application compte environ 4000 abonnés. Reportage de nos correspondants Marcel Amoko, Ismaël Obiangze et Alain Bakita. Nchina, qui signifie le sang en langue omiénée du Gabon, est une application créée par Alvin. Il s'agit d'une plateforme qui ambitionne de faire grandir une communauté de donneurs de sang bénévoles, accessible gratuitement à ceux qui en ont besoin. Nchina est née d'une expérience personnelle vécue par la jeune développeuse. Nchina est née d'un sentiment d'impuissance qui a envahi ma famille lorsque nous avons été confrontés aux besoins et à l'urgence de devoir trouver des donneurs pour sauver la vie d'un proche en attente de transfusion sanguine. 1 an après sa mise en service, Nchina compte aujourd'hui 4000 abonnés comme Odiel, qui se réjouit des facilités qu'offre l'application pour les donneurs. Ce que je trouve vraiment louable, c'est la rapidité en fait. Parce que d'habitude, moi j'ai déjà vu, lorsque je viens faire des dons, il y a des personnes qui sont vraiment désespérées, elles ne savent pas vers qui se tourner pour avoir des donneurs. Mais avec l'application, c'est vraiment du tic au tac. Au Gabon, le Centre national de transfusion sanguine enregistre en moyenne 200 donneurs par jour, des chiffres encourageants mais insuffisants pour faire face à la demande. Ici, l'on compte sur le digital pour changer la donne. Passer par les réseaux sociaux, c'est aussi une manière d'aller au plus près de ces personnes-là et de les attirer vers la banque de sang afin de pouvoir faire un don de sang. Nous encourageons ces personnes-là en bonne santé à devenir des donneurs réguliers. Selon ses responsables, le Centre national de transfusion sanguine du Gabon a un taux de fréquentation de 40 à 50 donneurs par jour et prélève jusqu'à 25 000 poches de sang par an, des chiffres en nette progression grâce à l'apport du digital.
À la fois poète et président du Sénégal, ami des arts et chantre de la négritude, Léopold Sédar Senghor a prôné l'affirmation d'une culture noire et le dialogue avec l'ancien colonisateur. Que retiennent les artistes et les intellectuels contemporains de sa pensée et de ses choix politiques? C'est une question à laquelle tente de répondre l'exposition qui lui est consacrée au musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris. Visite guidée par Florence Gaillard. Hommage au professeur, président et poète. Dans une exposition intimiste, le musée du Quai Branly revient sur le parcours de l'enfant prodige du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Aux côtés du futur président français Pompidou, il est élève au lycée Louis-le-Grand à Paris. Et dans l'entre-deux-guerres, il crée le mouvement de la négritude avec un autre camarade de classe, Aimé Césaire. La négritude n'est pas fermeture sur soi, n'est pas racisme. La négritude est au contraire ouverture à tous les souffles du monde, à tous les apports des autres civilisations, car nous pensons que toute grande civilisation est métissage. Des objets, des manuscrits, des archives inédites rappellent la politique culturelle menée par le premier président du Sénégal indépendant. À Dakar, Senghor fonde l'école des arts, le théâtre national, le musée dynamique et fait venir des personnalités du monde entier. Senghor posait la libération culturelle comme condition sine qua non de la libération politique. D'où l'importance, dans les années qui suivent les indépendances africaines, d'un grand festival panafricain. Il aura lieu en avril 1966 à Dakar pour affirmer ces valeurs et cultures du monde noir. Outre 600 chefs-d'œuvre réunis pour la circonstance, des écrivains, des artistes noirs du monde entier, de Duke Ellington à Catherine Denham, se sont retrouvés dans la capitale sénégalaise pour célébrer la prise de conscience culturelle de l'Afrique. Pour Senghor, les artistes sont les meilleurs ambassadeurs de leur pays. Il envoie donc l'étoile d'Ibou Diouf ou de Modou Niang à l'étranger. Une exposition exhaustive sur cet ami des arts qui affirmait au soir de sa vie qu'il ne voulait laisser derrière lui que ses poésies. Fin de ce magazine. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous.